C'est la première fois de ma vie que j'ai pas de réponse à un pourquoi. Il m'a fallu du temps pour comprendre la faille qui m'avait amenée à écrire cette pièce de théâtre. J'ai beaucoup désobéi dans ma carrière. Si vous aussi vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de force sans faille, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je me réjouis d'interviewer Amanda Sters. On ne présente plus Amanda. Elle est réalisatrice, auteure, productrice. Et aujourd'hui, dans cet épisode qui est passionnant, elle va nous raconter un événement de sa vie qui est arrivé très jeune et qui a bouleversé un peu sa trajectoire. Alors si vous aussi cet épisode vous a plu, ça vous prend 2 secondes et pour moi ça m'aide beaucoup. Vous pouvez suivre ce podcast et mettre une petite note. Amanda, je profite de ton passage à Paris pour la promo de ton dernier roman C, avant que tu repartes à Los Angeles, pour que tu puisses nous parler de cette faille qui a été un moment de bascule dans ta vie. Je t'ai donné cette petite pierre en kintsugi, ce galet, qui montre que finalement ces fêlures, on les cache pas toujours, parfois on les sublime avec de l'or. Qu'est-ce que ça t'évoque et est-ce que ça fait référence à quelque chose de ta vie ? Je pense que quand on est artiste, on passe notre vie entière à sublimer nos failles ou en tout cas à en faire quelque chose pour aider les autres et ça les rend belles. Je pense qu'un artiste, c'est toujours quelqu'un qui a échappé à une vie de crime. Tu vois, en fait, on a les mêmes traumas souvent. Il y a des traumas originels qui vous poussent à devenir artiste. Et en fait, c'est vraiment ça, le choix que tu fais dans ta vie, d'aller vers la lumière ou d'en faire quelque chose de moins beau, de ne pas être capable de combler ces failles avec de l'or. Et ça fait référence à un événement en particulier chez toi, à quelque chose qui a été marquant et qui a changé le cours des choses d'une certaine manière ? Il y a eu plein de choses marquantes dans ma vie. Je pense on porte tous un livre en soi, parce qu'il n'y a pas de vie sans douleur ou qui arrive dans un cocon. Après, il y a aussi la façon dont on ressent les choses. Mais c'est vrai qu'on a parlé ensemble, on a évoqué cette préface que j'ai écrite pour une des œuvres qui a été sûrement l'œuvre qui a été la plus importante dans ma vie, qui s'appelle Le vieux vif blonde. Et il m'a fallu du temps pour comprendre la faille qui m'avait amenée à écrire ce livre, enfin cette pièce de théâtre. En ressortant la pièce 20 ans après, on a republié le texte chez Grasset, j'ai dû me plonger, faire une auto-analyse et me plonger dans les raisons qui avaient fait que j'avais écrit ce texte assez mystérieux, d'où il venait et pourquoi il était si singulier. Et en faisant ça, je pense que j'ai dû explorer une sorte de, si ce n'est faille, de déclic originel qui m'a poussée à non seulement écrire ce texte, mais sûrement qui a fait de moi un écrivain. Et alors, raconte cet événement. Quand j'avais 10 ans, pour la première fois, j'ai été exposée à une sorte de violence antisémite, puisque un petit garçon de ma classe, qui était d'ailleurs pas petit, qui était très grand, m'a poussée dans un couloir et m'a traitée de sale juive au nez crochu. C'est étonnant, j'avais pas conscience que j'avais un nez crochu, d'ailleurs toujours pas. Et surtout, le sale juive m'a sidérée, surtout parce que c'était pas une partie si forte de mon identité. J'avais l'impression avant ça d'être française, d'être une femme, d'être blonde, d'être plein de choses avant ça. Et d'ailleurs, c'était même pas visible. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui poussait cette haine-là. Et j'en ai parlé à mes parents et à mon père particulièrement. Ton père qui est psychiatre. Me dire. Oui, c'est une bonne importante. Et qui s'est dit, bon, il est donc temps qu'elle comprenne d'où elle vient et l'histoire. Et surtout ce qu'est l'antisémitisme. Évidemment, j'en avais déjà beaucoup entendu parler, j'avais même vu Shoah hyper jeune, mais je pense que ça restait des faits historiques et il n'y avait pas quelque chose qui m'avait atteint dans ma chair, comme si j'avais pas encore compris que
que le fil n'était pas coupé. Et donc, il m'a inscrite pour les vacances de la Toussaint, un voyage en bus organisé par la colonie KN à l'époque. C'était la colonie de la synagogue de la rue Ancel à Neuilly. Et je suis partie avec un groupe de gens qui avaient plus de 13 ans. J'étais la seule petite. Mais comme toujours avec mes parents, ils aiment toujours m'inscrire, ils ont toujours voulu que je fasse les choses plus tôt, différemment. Et je parle même de trucs qui étaient impossibles. Genre, ils m'inscrivaient au tir à l'arc avec des enfants de 15 ans et je devais faire semblant que j'avais 15 ans, alors j'avais 11 ans. Mais moi, j'étais plus forte que les autres. Et là, ce voyage, tu vas seule, avec sans frères et sœurs, seule, je connais personne. Tu comprends ce que tu fais là et ce que tu vas voir? Oui, j'ai 10 ans, je suis articulée, je suis en 6e, je suis un peu en avance à l'école, mais bon, je pars avec dans mon sac, en plus, pour me tenir compagnie, mon père me donne un livre de Kafka, puisque le voyage, c'est partir à Prague, visiter Prague, qui vient de sortir du communisme, vraiment 6 mois avant, et voir la maison de Kafka, et ensuite on va à Theresienstadt, camp de concentration. Theresienstadt. Ouais. Et super programme, et donc je pars avec un Métamorphose de Kafka comme ami. C'est lui qui te met ça dans ton sac à dos. Ça, ouais. Bon, normal, je vais voir Kafka, il s'est dit il faut qu'elle connaisse Kafka, et il me donne le chef-d'œuvre de Kafka, mais j'ai 10 ans. Et évidemment, les copains autour, à 13 ans, ils n'ont pas tellement envie d'être amis avec moi. Ils sont gentils, mais je suis la petite fille du groupe. Et à part faire 2-3 blagues, essayer de m'intégrer assez rapidement, je suis toute seule. Et surtout, je suis avec des enfants assez pratiquants. Et moi, comme je viens de vous dire, la religion, c'est une donne, mais ça fait pas partie de ma vie, quoi. Je ne mange pas cachère. T'es élue de manière plutôt laïque. Oui, assez laïque, où en fait, je sais de quoi on parle, mais je connais pas les prières. Je n'ai pas rentré un télo de gauche, pas hyper pratiquant. Et donc, avec cette métamorphose, je commence à plonger dans déjà un état second, c'est-à-dire que je comprends assez vite que je suis... En fait, je suis tellement happée par ce livre, je suis tellement... je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de très particulier dans ma rencontre avec Kafka, parce que j'ai l'impression vraiment de rencontrer un ami qui me comprend et en même temps dans quelque chose de terrible. Et qui va te suivre, parce qu'on va en reparler. Oui. Et puis, ce qui va me suivre, c'est la base, en tout cas, de toute cette histoire, je pense. Et donc, on mange cachère et super mal. Et moi... À un moment, j'en peux plus. Et donc, du haut de mes 10 ans, avec mon billet de 10 francs que je dois avoir et qui fait de moi quelqu'un d'hyper riche à Prague à l'époque, je m'évade quelques instants et pendant que tout le monde va acheter des souvenirs et tout, je vais m'acheter un sandwich. J'en peux plus de mal manger et tout. Et un sandwich dans lequel il y a des œufs et... Pas de jambon. Non, mais qui doit probablement être le point de départ de ce qui s'est passé ensuite, puisque... Bon, je remonte dans le car, on part à Térésine, on arrive à Térésine et dans le couloir, il y a une sorte de petit passage où on doit un peu se baisser, puis c'était l'endroit où les enfants passaient. Même moi, à 10 ans, j'ai du mal à tenir dedans. Ils passaient probablement certains pour être exécutés quand les choses se passaient mal. Il y a des traces au mur. On nous explique les choses et là je le sens en fait je sais pas dans ma chair et je tombe dans les pommes. En fait, vraiment je fais on pense un malaise vagal, mais c'est pas vraiment un malaise vagal puisque j'ai mangé, y a rien. C'est la première fois que ça t'arrive. Ouais, je m'évanouis parce que quelque chose est trop violent en moi. Je ressens la douleur qui est restée là-bas. Je vois les dessins d'enfants et c'est la première fois de ma vie que j'ai pas de réponse à un pourquoi. Moi, j'étais ces enfants qui demandent pourquoi ci, pourquoi ça tout le temps, qui étaient insupportables de vouloir comprendre le monde. Et là, il n'y a pas de réponse.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse. On peut te dire comment les choses, pourquoi la situation politique, mais pourquoi des enfants innocents sont tués de manière industrielle? Il n'y a pas de réponse, évidemment. Il n'y a pas de réponse et il n'y aura jamais de réponse. Et cette absence de réponse, ce vide, est intolérable pour moi. Je ne peux pas expliquer comment émotionnellement et intellectuellement il me dévaste. Et on remonte dans ce quart. Et là, très rapidement, j'ai plus de 40 de fièvre. Je vomis dans un quart avec 40 personnes, aller vomir toutes les 5 minutes, c'est compliqué, tout le monde me décesse. On doit s'arrêter au bord de la route et tout ça. Donc, je me rappelle déjà de ce voyage comme dans un demi-conscience, plus un quart déjà, parce que quand on est malade en quart, c'est compliqué. La seule chose que j'ai quand j'essaye de sortir de ça, c'est lire Kafka. Donc, je rajoute. Ouais. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, on se rend compte assez rapidement que j'ai une salmonellose, un staphylocoque doré en plus, et que, bref, je suis vraiment à la limite d'aller à l'hôpital. Comme mon père est médecin, on me garde à la maison, mais à un moment, il faut me donner une perche. J'étais une enfant assez menue, presque trop maigre, et là, ça bascule très vite. J'arrive pas à m'alimenter, je perds du poids. Et quand je me relève 15 jours après avoir beaucoup déliré, je me rappelle pas de tout. Je ressemble à un enfant qui sort d'un camp de concentration. Vraiment, il n'y a que ça qui vient en tête, puisque je suis vraiment décharnée. Je suis le vieux juif blonde, quoi. Déjà, parce que je sais pas encore. Mais voilà, je pense que tout ça, je le mets de côté, je continue ma vie, je continue à avancer avec un désir d'écriture qui était là, donc quelque chose de joyeux avant, et qui là devient sûrement le sentiment qu'il faut que je sauve des gens en écrivant. C'est pas formulé comme ça, mais il faut que j'arrive à si ce n'est cerner ce pourquoi, essayer de mettre des mots qui vont faire en sorte qu'on n'ait plus à se poser la question. Et en gros, c'est presque une pratique j'aurais pu dire je vais faire de la politique, quoi. C'était pas loin de cet élan, c'était comment je soigne l'humanité de quelque chose qui peut revenir. Comment j'évite que ce petit garçon qui m'a traité de sale juive devienne tout ce qu'il était censé devenir. Et tu le dis d'ailleurs dans cette préface de la manière suivante, tu dis « Pour la première fois, j'écrivais jusque-là, mais pour la première fois, j'ai envie d'écrire pour être lu. » Oui. Enfin, je faisais lire à ma famille, mais là, c'est vraiment pour être publié, pour être entendu, pour faire... En tout cas, pour faire changer les gens, les choses. C'est assez naïf et charmant, mais en tout cas, ça devient une obsession et ma vie. Ouais. Et je comprends pas tout de suite ce que je vais écrire, et je sais même pas que je vais parler d'ailleurs spécialement ni de judaïsme, ni de la Shoah. C'est des choses que d'ailleurs j'ai abordées dans ma carrière à plusieurs reprises, mais qui ne sont pas mes seuls sujets. Je parle d'humanité, j'écris souvent des livres qui réconcilient, des livres qui font le bien, mais c'est pas du tout mon seul sujet, quoi. Et quand le vieux juif blonde sort, parce qu'il sort vraiment de je sais pas d'où, j'ai écrit très rapidement. Je l'ai écrit en quelques nuits, sans m'arrêter, avec ce rapport extrêmement complexe que les écrivains ont à ce qu'on appelle l'inspiration. C'est vraiment très dur d'expliquer d'où viennent les choses. Il y a des écritures qui sont des écritures très réfléchies, très tenues, des fois, je sais exactement ce que je fais. Et puis, il y a les écritures qui sont
Ça veut dire que ça s'écrit tout seul. C'est pas que c'est écrit tout seul, parce qu'il faut avoir beaucoup écrit pour pouvoir écrire que ça s'écrive tout seul. C'est-à-dire, je compare souvent à un tennisman qui a beaucoup joué au tennis, il pense pas je vais finir mon geste, comme on vous explique quand vous prenez des cours de tennis, il le finit. Donc la forme est là, mais ce qui arrive, ce que j'écris, pourquoi ça vient. Donc cette inspiration, pour moi, elle est proche de la médiumnité. Ça m'a toujours beaucoup intéressée de comprendre comment les gens parlaient avec l'au-delà, avec parfois le pragmatisme que j'ai aussi, le ridicule que je peux avoir conscience que ça implique quand on évoque ce genre de choses, ou qu'on invoque ça. Et pourtant, il y a quelque chose, mais beaucoup de grands écrivains ont parlé de l'écriture automatique, mais là, c'est une écriture automatique qui n'est pas après quelque chose à déchiffrer. C'est une écriture enfin, la pièce, elle était là, quoi. Elle était là hyper vite. C'est pas quelque chose que j'ai retravaillé. Et c'était... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fois dans la vie d'un écrivain où on a, en tout cas à ce niveau, quelque chose qui s'articule. Alors ensuite, 20 ans après, comme on parle de cette préface, je me demande pourquoi c'est venu à moi. Et donc j'explique ça par cette faille, par ce grand choc que j'ai reçu. Mais comment justement tu te rends compte que c'est ça? Si tu veux, je suis fille de psychiatre et psychanalyste. Et donc, t'as beaucoup espionné. Non, mais c'est longtemps. Consultation. Non, mais c'est longtemps. En fait, c'est 20 ans après, je me rends pas du tout compte comme j'écris. Je pense que c'est comme quand on vit une histoire d'amour. Parfois, on ne sait pas pourquoi on a choisi quelqu'un. Il nous faut des années pour se dire ah oui, mais j'étais allée là parce que ceci, parce que cela. Et en fait, là, c'est pareil. Je pense qu'un exercice artistique, c'est une histoire d'amour qui finit bien ou mal. Pour moi, ça a été sans doute cette œuvre ma plus grande histoire. Et pourquoi je suis allée vers ça. Ensuite, j'ai compris beaucoup de choses de moi. Et c'est moi, le vieux blond de quelqu'un. T'es enceinte d'ailleurs de ton fils, tu sais, tu l'expliques très bien, ouais. Tu l'écris. Ouais. Donc j'étais à la fois un homme et une femme. Je parle du genre dans cette pièce. Il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées pour moi. J'ai toujours trimballé une féminité qui souvent me dépasse, que j'en ai pas conscience, parce que j'ai été élevée avec un père qui m'a appelée Amanda, qui veut dire, c'est le gérondif latin d'aimer. Ça veut dire celle qui doit être aimée, parce qu'il voulait un fils. Donc j'étais pas le garçon qu'il attendait, mais j'ai toujours fait des choses de garçon. J'ai un métier, je veux dire, en dehors d'être romancière, je dirige des équipes de films, c'est des choses très masculines. C'est souvent dur qu'on vous prête du crédit quand on est une petite blonde de 20 ans comme j'ai été quand j'ai commencé ce métier. Et pourtant, j'ai toujours il y a toujours un décalage pour moi, comme si à chaque fois que je me croisais dans le miroir, j'avais oublié que j'étais ça ou que je représentais ça. Et toujours aussi ce rapport avec les personnes âgées où je me suis toujours sentie mieux avec les gens, et pas plus vieux que moi de 4 ans comme les gens avec qui mes parents m'inscrivaient, mais plutôt avec des personnes très âgées, quoi. Vraiment, j'ai des amis de 85, 90 ans aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 70 ans. Et qui même qui vont pas des choses avec moi en disant à la petite non, je fais partie de la bande, quoi. Ouais, j'ai un truc de... Je sais pas comment expliquer, quoi. Aussi dans une forme de... Je pense de lâcher prise, de non prise au sérieux, qui est arrivée super tôt dans ma vie, où... je pense qu'il faut un truc un peu vieux pour j'ai un truc de vieux schnock, quoi. Je fais des trucs de vieux fudge, quoi. Et pourquoi cette réédition à ce moment-là? Donc c'était il y a quelques années. Il y a un an. Il y a un an. Ouais. Pourquoi cette réédition à ce moment-là? Est-ce que il y a un... Alors, c'est les 20 ans de Vieux Juif Blonde et en même temps arrive le 7 octobre. Et moi, je sais que je vais écrire un livre sur ça, parce que
le livre que je sors aujourd'hui, parle en partie de ça, en tout cas de cette rupture sociale et de ce que comment ça a impacté la société française. Mais je ne peux pas rester silencieuse quand même face à ce qui se passe. Et j'ai un livre qui sort au mois de janvier qui s'appelle Les Gestes. Et je me sens tellement, je peux pas dire en imposture, mais déplacée. C'est déplacé pour moi de parler de quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais évidemment avec tout ce que je viens de dire, mais aussi pour la personne que je suis profondément, aller parler sur des plateaux de télévision d'un livre qui parle de transmission, de plein de choses extrêmement intéressantes, et c'est un livre que j'aime beaucoup, mais aller parler de ça alors qu'il y a des otages, et pour moi c'est hyper malaisant. Je me sens... J'essaye même de faire passer avant les gestes, de décaler la sortie. Et donc, tu as ce même truc quand tu écris C finalement que quand pas le vieux juif. Oui, je pense que c'est le même élan. Ouais, c'est cet élan, et cet élan, il vient pas du fait qu'on traite de sale juif dans la cour, mais que le monde entier est traité de sale juif, en fait. Il vient de cette même douleur, de cette même incompréhension, de cette même incapacité à répondre. Et d'ailleurs, tes deux romans, du coup, se chevauchent. C'est la première fois. Un auteur, généralement, il sort un livre par an. Enfin. Et toi, ils se chevauchent parce que tu as cette nécessité. Parce que c'est impossible pour moi de ne pas parler. Ouais. Et Kafka revient. Et Kafka revient malgré moi. C'est-à-dire que tout le monde nous dit c'est kafkaïen, parce que dans ce livre, le symbole de cette pourriture, le symbole de cette haine qui revient, c'est un champignon qui pousse au plafond chez un couple qui représente la société polarisée, donc une femme juive qui se souvient, comme j'ai pu le faire quand j'étais petite, de son identité parce qu'on l'assigne en tant que juive face à l'antisémitisme, et son mari qui est catholique, non pratiquant, qui, lui, comprend sa femme au début, mais qui a du mal à parler de ce 7 octobre en permanence, et finit par avoir une maîtresse qui vote Rassemblement National. Donc c'est vraiment un livre sur cette polarisation. Comme Le Vieux Juif blonde, c'est dramatique et hilarant par moments. C'est vraiment une satire sociale. Donc c'est vraiment un écho. C'est un vieux juif blonde de maturité, je veux dire, avec peut-être pas l'innocence. Quand j'écris Le Vieux Juif blonde, je ne m'attends absolument pas à un succès. Je pense que 4 personnes vont comprendre ce que j'écris. Ouais. C'est bizarre. On me dit il y a une faute au titre. Non, c'est fait exprès. Personne ne veut de ce titre, personne ne veut d'ailleurs de cette actrice au départ qui est Mélanie Thierry, alors que j'écris pour elle, parce que je l'ai croisée et que je vois une puissance en elle. Sur ça, en tout cas, je ne me suis pas trompée. Et voilà, c'est vraiment il y a quelque chose de très pur dans ma démarche, puisque je vais au bout de ce que je veux faire en sachant que ça ne marchera pas. Ça, je pense ça profondément. Mais je me dis, c'est pas grave. Souvent, on se dit, j'y vais, j'ai un à perdre et je le fais pas pour quelque chose. En tout cas, ça m'a appris très tôt à respecter ma singularité. Ouais. Tu parles souvent de ta différence. Oui, qu'on voit dans Le Vieux Juif. Dans Le Vieux Juif blonde, mais dans beaucoup de mon travail, il y a des choses un peu... Puis à chaque fois, on me dit, c'est bizarre que tu écrives ça, parce que je suis rattrapée par une image de première de la classe. Je sais pas, il y a une idée dans la tête que je suis une bonne élève. Et là, par exemple, dans les gens me disent, les scènes de sexe, elles sont un peu osées. Je veux dire, oui, mais j'ai toujours écrit des choses disruptives. Et je suis rattrapée par, je sais pas, quelque chose où les gens oublient. Et à chaque fois, je recommence à zéro. Donc, je peux me permettre de faire, d'aller loin. Mais oui, j'ai toujours écrit des œuvres inattendues. Et avec de l'humour, c'est ce que tu dis. Il y a toujours de l'humour. Et l'humour, c'est donc tu parlais de ton judaïsme, c'est une partie ashkénaze. C'est pour toi, l'humour, c'est un pas de côté. Comment est-ce que tu interprètes cette pointe d'humour que tu mets un peu dans tous tes romans? Dans mes romans, il y a évidemment les failles dont on a parlé, mais il y a le fil d'or qui répare. C'est l'humour pour moi. L'humour, je trouve que c'est la chose la plus puissante que l'homme ait créée. Je pense pas que
même si on prête une âme aux animaux, je pense que la vraie différence, c'est le second degré et l'humour. Je sais pas, peut-être qu'il y a des animaux qui ont de l'humour, il faudrait que je me renseigne. Mais d'ailleurs, très tôt, j'ai appris ça à mes enfants. Et quand je dis appris ça, c'est-à-dire que, comme quand tous les enfants, je sortais 5 minutes à acheter le pain, ils pleuraient comme si j'allais partir, voilà, et je me roulais par terre en pleurant avec eux. Oh, c'est horrible, maman, tu vas partir. Et en fait, les larmes se transformaient en rire, et leur père me donne des complètement 5D. Attendez, non, mais je leur apprends le second degré, je leur apprends les degrés de à quel moment on a le droit de pleurer ou pas, parce que. Et voilà, et c'est très inscrit dans ce que je suis. D'ailleurs, j'ai écrit beaucoup de comédies pures, sans drame associé. Pour moi, c'est la seule vision du monde qui peut nous sauver. Et c'est une preuve d'intelligence extrême. Parce que pour rire, il faut d'abord être capable de rire de soi. Bien sûr. Et ton écriture, elle a beaucoup évolué. Il y a, je pense à Ma place sur la photo, je pense aux Vieux Juifs blondes et aussi à Rompre le charme. C'est des livres où tu parles beaucoup de toi. Et donc, tu disais que tu voulais écrire pour être lu, mais tu as eu besoin de passer par l'écriture réparation dans un premier temps. Alors, j'ai toujours... Oui, mais c'était pas forcément un besoin conscient. J'avais un éditeur, Jean-Marc Roberts, qui lui était très friand de l'autofiction. C'est un des pontes de cet exercice. C'est lui qui a fait écrire Christine Angot, c'était son éditeur. Et qui me poussait vers ça, et je l'ai fait avec plaisir, et ça m'a fait du bien, mais dans l'idée que ça fasse du bien aux gens. En revanche, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression, et je pense que c'est après Rompre le charme, que j'étais guérie de moi-même et que j'allais vraiment écrire que pour les autres. Et je pense qu'à partir de là, j'écris différemment. Les sujets que je choisis sont différents, mais aussi... Tu te rends compte à ce moment-là de ce moment de bascule, justement ? Je me rends compte en tout cas que j'ai plus envie de parler de moi, mais j'ai jamais spécialement envie. Je pense que c'est un exercice assez simple qui est pas vraiment un travail d'auteur, parce que je pense que tout le monde porte ça avec plus ou moins de talent, mais qu'on porte ça et sans que ce soit péjoratif. Je pense que tout le monde est intéressant. Enfin, si on regarde un peu les gens, moi j'adore que quelqu'un soit assis à côté de moi et me raconte son histoire. Chacun porte une histoire d'humanité qui peut nous lier tous ensemble. Après, une fois qu'on a raconté cette histoire, est-ce qu'on est écrivain? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Alors, j'avais ponctué quand même mon travail de livres qui n'étaient pas du tout moi, puisque mon deuxième livre, Chicken Street, par exemple, c'est déjà loin. J'ai fait des allers-retours. Je pense comme on fait une psychanalyse, puis après on arrête, puis on se dit, ah, ben, je vais en refaire une, parce que là, j'arrive à un moment de ma vie où je pense qu'il faut que je passe une étape pour pouvoir tenir debout ou pour pouvoir comprendre ci ou ça. Mais j'ai pas eu de conscience claire. Ce qui était certain, c'est qu'il y a un moment où où même les livres d'auteurs, d'autofiction, j'ai envie de dire, bon, ça suffit, ceux qui font que ça tout le temps. Et commence la grande aventure de ce que c'est qu'être un écrivain, c'est-à-dire vraiment l'invention, quoi. T'es une conteuse d'histoire, c'est ce que tu dis. Oui, sous plein de formes. Moi, j'aime raconter des histoires. Et t'écris, c'est ce que j'allais te demander, t'écris sous différents formats, t'as écrit des comédies musicales, t'adaptes des romans, t'es réalisatrice, voilà. T'as écrit pour la télé aussi. Comment est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est un besoin qui s'impose, ce format ou ce format? Et est-ce qu'il y a une écriture que tu préfères? Parce qu'elles sont des écritures très différentes. Moi, je place la littérature au-dessus de tout. J'ai voulu écrire pour être un écrivain. C'était vraiment ça, le départ. Le cinéma, c'est un peu arrivé par hasard dans ma vie, très tôt. Mais justement, Jean-Marc Roberts, c'est cet éditeur qui avait lu un de mes manuscrits à 15 ans qui m'a poussée vers ça, qui m'a dit « Vous avez un sens du dialogue que j'ai jamais vu, aller écrire pour le cinéma ». Et j'avais même pas pensé qu'on écrivait pour le cinéma. J'étais très littéraire, j'étais pas... Et puis, ça a été une fenêtre merveilleuse, quelque chose de génial dans ma vie. Mais voilà, le roman, c'est d'abord et avant tout ça.
Et souvent, quand j'écris un livre, je vois pas du tout le film. Donc, c'est étonnant parce que j'en ai adapté plusieurs, mais vraiment, c'est la forme qui s'impose à moi d'abord. Et en revanche, il y a des sujets très légers qui me font rire et je sais que ce ne sont pas des livres ou c'est pas de la littérature, c'est pas assez dense pour moi. C'est un peu difficile de savoir comment je place les choses. Et en même temps, mon grand succès dont on parlait, c'est du théâtre. C'est un texte de théâtre. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de succès en littérature aussi, mais vraiment, ce qui marque le plus ma carrière, ce vieux juif blond qui a fait le tour du monde, etc., c'est du théâtre. Et ça arrive parce que moi, la plupart du temps, je m'ennuie au théâtre. Et donc, je sors d'une pièce, je me suis ennuyée pour la 100e fois, je discute avec mon mari à l'époque, Patrick, et il me dit, mais puisque tu es si forte, t'as qu'à écrire pour le théâtre. Et c'est comme ça que j'ai écrit Le vieux juif blond. J'ai écrit quelque chose où à l'époque, à part Yasmina Reza, et ça faisait un petit moment, il y avait plus de jeunes auteurs de théâtre, il y avait un truc un peu enlisé. Arrive d'ailleurs cette même année la première pièce de Florian Zeller et la mienne, et soudain une sorte de, je pense, de renouveau théâtral. Et en fait, j'ai écrit quelque chose de disruptif aussi dans la forme. C'était pas du tout ce qu'on faisait parce que j'avais pas les codes du théâtre. Et ça a été en fait quelque chose qui m'a apporté de pas être enfermée dans l'idée que je me faisais de la façon dont on devait écrire une pièce. J'ai désobéi beaucoup. J'ai beaucoup désobéi dans ma carrière. J'espère que c'est pas fini, mais c'est vraiment quelque chose qui, puisqu'on parle de ça avec vous, cette désobéissance, c'est aussi ma guérison, ma réponse à l'autorité de ce que j'étais censée devenir dans ma vie, et qui n'était pas ça. Alors justement, parce que je reviens à Prague, finalement, c'est déterminant dans le sens où tu as toujours écrit. Ça aurait pu rester un hobby, une passion comme on fait à côté. Et finalement, c'est devenu ton métier. Donc tu as la chance. Enfin, ça aurait pas pu. Ça aurait pas pu. Moi, je parlais il n'y a pas longtemps à ma mère qui me disait que quand elle me demandait... Non, je le savais très, très, très tôt. Quand elle me disait, mais si t'étais pas publiée ou si ça marchait pas, et je disais, mais non seulement ça n'arriverait pas, et si ça devait arriver, j'en mourrais. Vraiment, je me tuerais si ça n'arrive pas. Je suis là pour ça. Il y avait quelque chose de... Et d'ailleurs, une incompréhension totale à 15 ans quand je reçois des lettres de refus sur mes manuscrits. Je comprends même ça. C'est fou. Comment c'est possible, en fait, tellement c'est certain. C'est en toi. Ouais. Et ce métier passion, enfin, moi, j'aurais rêvé avoir un métier passion depuis que je suis petite. Je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir vivre de ça, puisque c'est presque inné. Et c'est quelque chose que tu transmets naturellement à tes enfants. Leur père aussi, il a un métier passion parce que c'est un artiste. Comment est-ce que tout le monde n'a pas cette chance? Donc, comment est-ce qu'on transmet ça? Alors moi, je leur ai pas transmis ça. C'est-à-dire que d'abord, la première chance qu'ils ont, c'est d'avoir 2 parents qui vivent de leur passion et donc n'ont pas besoin que leur enfant vive un rêve qu'eux n'auraient pas pu accomplir. Souvent, on hérite de ce poids de devoir vivre la vie que nos parents n'ont pas réussi à avoir. Quand on a des parents extrêmement épanouis professionnellement, ils ne nous demandent pas Donc on est plus remplacer. Mais il y a aussi cette difficulté de se dire, mais nous, où est-ce qu'on va trouver ça? Et en fait, ce qu'on leur apprend, c'est pas ce qu'ils doivent faire, mais c'est la façon dont ils doivent le faire. À eux de trouver ce qui leur plaît, mais ce qui leur plaît, ils ont vu ce que ça voulait dire, parce que la passion, on dit, c'est pas de l'amour. La passion, c'est dévastateur aussi. C'est tout. Donc moi, c'est un métier qui... C'est difficile. Les gens pensent toujours qu'une chose amène une autre et que c'est simple. Et qu'une fois qu'on a commencé ce métier, tout est déroulé. Mais on n'est pas fonctionnaire. À chaque fois que je sors un livre, je risque de ne plus pouvoir en faire un derrière parce qu'il ne fonctionne pas ou parce qu'il est rejeté. À chaque fois que je dois... réaliser un film, il faut que j'aille trouver des financements. Donc c'est vraiment presque obsessionnel. C'est ça la passion, c'est obsessionnel. Est-ce que je leur souhaitais de vivre ça? Pas forcément, mais je leur souhaite en tout cas de faire ce qu'ils aiment de la meilleure manière possible. Donc j'aurais toujours dit, si vous voulez être boulanger, c'est génial, mais je veux que vous soyez
le meilleur boulanger, en tout cas le boulanger qui mette le plus d'âme dans ce qu'il fait. Peu importe ce que vous allez choisir, juste vous devez de vivre les choses avec intensité, quoi. Mon livre préféré de toi, c'est Lettres d'amour sans le dire, que j'ai trouvé tellement fin, poétique, sensible. Et donc, je voulais te demander comment il t'était venu. Alors, il m'est venu, c'est bizarre comment ça arrive les livres, mais alors il m'est venu parce que je venais d'écrire quelque chose d'autre qui s'appelle Les érections américaines, qui est une sorte d'essai un peu particulier sur ce qui s'est passé à Newtown quand Adam Lanza, un tueur, a assassiné dans une école, un tueur de masse, 20 enfants dans une école aux États-Unis. Et j'étais partie enquêter sur le terrain. Encore une idée très chouette pour les vacances. Et en revenant de cette expérience qui a été très violente, puisque j'ai réussi à me faire braquer par le voisin qui m'a mis un flingue sur la tempe, plein de choses que je raconte dans le livre et tout ça. Mais donc en sortant de cette émotion terrible, puisque c'est 3 semaines de tension, parce qu'on est dans un lieu dévasté, un village où tout le monde a perdu un enfant ou un enfant qu'il connaissait, aller voir cette école, aller sous la neige, c'était très dur comme expérience. Je rentre à New York pour prendre l'avion le soir et je suis là toute une journée, puis j'ai pas d'endroit où aller. Et donc je me dis, ah tiens, je vais aller me faire les ongles dans tous ces trucs qu'ils ont à Chinatown en attendant de prendre ma valise et d'aller à l'aéroport. Et là, pendant qu'ils vous font les ongles, il y a une dame qui propose si elle peut vous faire un massage, mais elle me le propose pas, elle me touche tout de suite les épaules. Et là, je me rends compte que moi j'étais célibataire depuis un moment et que personne ne m'avait touchée depuis tellement longtemps et j'étais tellement tendue, juste qu'elle me touche, ça m'a presque fait pleurer. Et à ce moment-là, en passant devant la vitrine, il y avait une dame âgée qui regardait et je me suis dit, il y a un âge où peut-être plus personne vous touche votre corps, quoi. Pas forcément dans un sens sexué. Et cette histoire, elle s'articule en moi où je me suis dit, en fait, quelqu'un qui vous touche après un très long moment, c'est comme une résurrection. Et c'était planté cette graine depuis longtemps. Je cherchais la façon d'aborder le personnage et je pense qu'il fallait que je vieillisse un peu aussi. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Et quelque chose de très joli et positif dans ce livre. Et il y a beaucoup de femmes qui sont venues me parler après et qui c'est un de mes plus gros succès de librairie avec beaucoup de lectrices. C'est très féminin comme livre. Enfin, je souhaite qu'il y ait plus d'hommes qui les lisent, mais ça aide beaucoup plus aux femmes. Et qui venaient me dire des très belles femmes. Hein. Moi, j'ai 60 ans et ça fait 15 ans qu'aucun homme m'a touchée. Ça me fait croire en l'amour à nouveau. J'avais envie de leur dire, ne croyez pas ce que je dis, mais bref, ça a vraiment eu des effets réparateurs, ce livre. C'était ce que je racontais, c'était aussi ce que je faisais. C'était comme un massage intellectuel, quoi. Il y avait quelque chose, et puis c'est très délicat, je l'ai écrit comme un roman japonais. Voilà. C'est aussi un livre que j'aime beaucoup. Alors pour conclure cet épisode, quel est l'enseignement que tu tires finalement de ce voyage à Prague? Et il y a 2 questions. Quel est l'enseignement que tu tires? Et qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite fille de 10 ans que tu étais? D'abord, je pense que moi, j'ai beaucoup protégé mes enfants. Et parfois, j'ai appris beaucoup dans des moments où mes parents m'ont considérée comme une adulte un peu trop tôt. Et je pense qu'on est une génération hyper protectrice et qu'il faut aussi penser qu'on est des êtres humains indépendants très tôt. Il faut nous autoriser cette chose-là. Et je remercie mes parents dans leur folie de m'avoir fait tenir debout très tôt, toute seule.
Moi, j'ai vu ça avec mon aîné quand il est parti à l'université très tôt. Il était en avance et il était loin, loin de la maison. Et il y a eu des moments difficiles et en fait, il s'est transformé. Et je pense qu'il faut autoriser cette chose-là, en tout cas essayer dans la mesure du possible, tout en faisant attention. Mais moi, du coup, la petite fille de 10 ans, je lui dirais rien parce que je pense que c'est les réponses que j'ai apportées à cette petite fille de 10 ans qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Donc, Et si tu devais mettre un mot sur cette faille-là, comment est-ce que tu la nommerais? Je pense à la métamorphose. Merci beaucoup, Amanda. Merci.